Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info 1, vous êtes dans le monde en 7 et vous le faites bien, je vous l'assure. Dans ce premier numéro du mois de février, 4 sujets forcent notre attention. Depuis 4 ans et demi, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence attribuée à différents groupes armés djihadistes. Certains sont affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Les attaques sont devenues particulièrement violentes dans le nord et l'est du pays. Et comment comprendre que l'armée burkinabé peine aujourd'hui à contrecarrer ces violences qui sont désormais perpétrées dans d'autres régions et qui poussent d'ailleurs la population à l'exode. Nous posons la question dans le monde en cette contre-attaque du gouvernement en Gambie pour éteindre la contestation anti-présidentielle, expliquant l'avoir jusqu'ici toléré. Le gouvernement considère à présent le collectif anti-président comme un mouvement subversif, violent et illégal. Il lui interdit à jamais d'agir sur le territoire de la Gambie selon un communiqué du gouvernement, une situation qui s'ajoute à des précédents et qui suscite de plus en plus de contestations au sein de la population gambienne. Et puis après, la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Fabre, le candidat d'opposition togolaise, va se tourner vers les juridictions internationales. Le candidat du parti d'opposition ANC à l'élection présidentielle du 22 février demandait l'annulation de la candidature de Faure Gnassingbé et la récusation de plusieurs magistrats de la haute juridiction. Et nous évoquons par la même occasion l'état d'une opposition togolaise qui tente de s'unir dans la désunion. Voilà pour le sommaire. Merci de rester avec nous dans le monde entier pour ce premier numéro du mois. Et pour en parler, nous vous proposons Abel Hezou-Yao Badabassé. Vous êtes le coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'Intégrité, PPI. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Alors, bienvenue. Merci. On a également sur ce plateau pour vous Madi Mohamed Diabakate. Vous êtes politologue, expert électoral. Bonsoir et c'est toujours un plaisir d'être sur New World TV. Et j'espère que je saisis l'occasion également pour présenter mes meilleurs vœux à tous, puisque c'est ma première apparition pour cette année sur le plateau. Et l'actualité au Burkina Faso pour commencer, depuis 4 ans, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le Burkina va très mal. Les attaques terroristes n'en finissent pas. Et on est aujourd'hui à cette situation qui n'arrive pas, qui échappe complètement, la situation qui échappe au contrôle du gouvernement. Oui, bon, vous savez, la situation actuelle au Burkina n'est pas en soi une surprise. Et je dirais qu'elle n'est pas une surprise dans la mesure où on a vu arriver parce que déjà le changement de régime au Burkina, beaucoup disent aujourd'hui que cela justifie largement se laisser aller des groupes djihadistes qui opèrent comme ils veulent désormais, parce qu'il y avait, entre guillemets, une certaine alliance avec l'ancien pouvoir. Et donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce qu'en réalité, ces groupes armés sont dans une logique de rendre le pays ingouvernable pour ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir? Il y a lieu de s'interroger de façon légitime, mais au même moment, il faut retenir qu'à un moment donné, ces groupes ont pu poser des bases dans le pays, et puisque le pouvoir d'alors avait une certaine collaboration tacite avec ces groupes, l'armée n'a pas pu empêcher ces groupes de créer leur base. Donc aujourd'hui, ces groupes, d'une façon ou d'une autre, soit ils agissent pour le compte de l'ancien pouvoir, soit ils agissent entre guillemets, parce que moi, quand le plus souvent on attache ces groupes aux revendications religieuses, ça me fait rire, parce que vous savez, il y a plus d'1 milliard de musulmans dans le monde, et ce n'est pas parce que 20 excités et s'amusent à parler au nom de l'islam qu'il faut les prendre au sérieux et croire que cette religion est dans cette logique. Donc, il y a plus d'intérêt que je dirais lié au trafic. Bref, ce n'est pas vraiment aujourd'hui une problématique religieuse ni une problématique sécuritaire, mais c'est plutôt un repositionnement d'intérêts qui sont là. Et quand vous allez plus loin, ces groupes aujourd'hui, ils sont acculés, que ce soit surtout au Mali, parce que du côté du Mali, nous savons tous que tout remonte. La boîte de Pandore a été ouverte avec la mise hors circuit de Kadhafi, qui également, d'une certaine façon, avait le contrôle sur ces groupes et permettait à ces groupes d'exister. Donc, quand il y a eu cette opération en Libye, on a vu la conséquence. Aujourd'hui, le Mali est fragilisé. Mais la chance actuelle du Mali, c'est que nous avons tout d'abord le G5 Sahel qui est là. Nous avons l'opération française qui est là. Nous avons également l'opération des Nations Unies qui est là. Donc, ils sont un peu
les taux existent quand même au niveau du territoire malien. Donc, pour pouvoir créer une base arrière et être plus efficace, on va là. Et quand on va là, c'est le Burkina qui est le plus proche aujourd'hui et c'est là où ils essaient de poser leurs ramifications puisqu'il y avait déjà des antennes relais du côté du Burkina. Vous allez plus loin. Aujourd'hui, nous questionnons sur ce qu'est la sécurité parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de réforme du secteur sécuritaire. Ça veut dire que l'appareil sécuritaire classique tel que conçu aujourd'hui ne peut plus être opérationnel face à ces nouvelles dynamiques que nous avons qui sont ces groupes armés. Donc, même au niveau du Burkina, aujourd'hui, il faut que la réponse soit là. Et malheureusement, nous avons toujours cru qu'une réponse sécuritaire est avant tout militaire. Alors qu'en fait, la réponse sécuritaire, elle n'est pas que militaire. Elle est avant tout aussi l'implication des populations civiles, leur collaboration. Alors, voilà. Il y a quelques jours, le gouvernement a lancé le recrutement de volontaires pour pouvoir aider le gouvernement et les forces de l'ordre à lutter contre le terrorisme. C'est une bonne initiative, mais il faut aussi savoir l'encadrer. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène des Maï-Maï. Dans les pays d'Afrique centrale, communément la RDC, les Maï-Maï aussi étaient des gens qui ont été des volontaires qui se sont levés un matin parce que le gouvernement n'avait plus le contrôle, ils venaient en appui à l'armée, mais avec le temps aussi, ils sont devenus maintenant une menace pour ces mêmes populations, parce que quand vous mettez en place un groupe, qu'il soit un groupe volontaire ou autre, à partir d'un moment donné, il faut leur trouver des moyens, parce que c'est des gens qui laissent leur travail, qui viennent s'occuper de quelque chose, ils ont des enfants à la maison, ils ont des femmes, il faut à un moment donné leur trouver des revenus, ou bien eux-mêmes, ils se créent des sources de revenus. Qu'ils seront formés, puisque le voilà. Qu'ils seront formés, ils auront... Donc justement, soit le gouvernement fait un recrutement au sens large pour renforcer l'effectif de l'armée. Et on sait clairement qu'on a des gens qui dépendent de l'hiérarchie militaire, mais j'insiste sur le fait qu'il y a aussi la collaboration civilo-militaire qui est très importante dans ce genre de contexte. Parce que si vous arrivez à mettre en place une bonne collaboration civilo-militaire, ces gens, ce sont des gens qui vivent dans les communautés, ou bien ce sont des gens que les communautés voient passer assez souvent. Mais parfois, également, ces gens aussi, en utilisant l'approche religieuse, c'est qu'ils intègrent facilement les communautés. Ils apportent également des moyens sur le plan social, ce que l'État a manqué à un moment donné, parce que vous ne les trouverez jamais dans les grandes villes. Non, ils sont toujours dans ces coins reculés, difficiles d'accès, où justement ils peuvent apporter l'aide sociale et s'intégrer et poser leur base clairement là-bas. Donc je pense que le travail, il doit être repensé au-delà de la sécurité classique ou bien de la sécurité physique. Alors c'est vrai qu'on pose la problématique de la sécurité, mais d'autres évoquent également le manque de relation entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement. Et effectivement, on se rappelle les attaques terroristes ont connu une recrudescence au Burkina Faso au lendemain du départ de Blaise Compaoré du pouvoir. Très tôt, on peut faire vite une relation entre ces deux éléments. On peut se poser la question, la fameuse garde présidentielle, comment est-ce qu'on l'appelle, le corps d'élite qui était chargé de surveiller la présidence de la République burkinabé, on avait demandé son démantèlement. Et lorsque son démantèlement sa dissolution était prononcée, il était prévu que tous les soldats qui étaient dans ce corps-là devaient se retrouver dans un camp. Mais il y a une bonne partie qui n'a pas répondu à l'appel. Mais ils se sont évaporés comme ça dans la nature avec des armes. Alors où sont partis ces gens-là ? Je crois qu'aujourd'hui, l'État burkinabé doit revoir son mode opératoire et associer effectivement tous ceux-là qui ont fait avec l'ancien régime. Quand même le président Marc Roch Christian Kaboré a été un fils aussi du régime de Blaise. Je pense qu'il va falloir maintenant colmater les brèches pour que la question sécuritaire au Burkina Faso soit repensée. Parce qu'aujourd'hui, maintenir les généraux Diendéré et puis Djibril Bassolé en prison, je crois que nous avons encore des nostalgiques de cette période-là qui sont là de l'autre côté et qui vont toujours perturber histoire de pouvoir voir un jour leur chef être libéré. Alors si nous revenons un peu au début des attaques, je crois que le Burkina Faso, en début des années 2016,
connaissait l'incursion des groupes djihadistes venant du Mali. Mais très tôt, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a eu au sein même de la population burkinabé, c'est-à-dire une revendication qui venait même de cette population. Et il y avait un groupe dirigé par Malam Ibrahim Diko, je crois que c'est le groupe Ansarul et Islam, qui est créé par un Burkinabé et qui portait une revendication des peuples esclaves. Et très tôt, ils avaient porté auprès du gouvernement des revendications d'ordre social, comme quoi la situation des populations au nord du Burkina était une situation vraiment défavorable sur laquelle il fallait repenser. Donc je pense que ce groupe-là s'est transformé aujourd'hui en un groupe armé djihadiste qui traque l'État et à travers les bases militaires et à travers également les représentations de l'État qui sont civiles ou les symboles de l'État. Donc, dans le nord du Burkina, nous avons également des groupes de trafiquants de drogue qui sont très influents et qui profitent de l'absence de l'État dans les localités reculées pour semer la terreur. Et je pense qu'avec la présence de ces groupes-là, c'est un terreau fertile qui a favorisé l'arrivée des groupes djihadistes du Mali qui ont très tôt établi une alliance avec ces trafiquants-là et le groupe Ansarul pour pouvoir mener des attaques. Mais ils font des attaques, mais ils n'ont pas en vue la conquête du territoire. Ils peuvent mener des attaques, mais ils ne revendiquent pas le territoire. Ils se replient et de temps en temps, ils reviennent. Donc la difficulté est vraiment aujourd'hui est claire que l'armée burkinabé ne peut pas venir à bout de ces groupes djihadistes. Seul ne peut pas arriver. Donc, il faudrait que le président de la République enclenche une dynamique qui puisse rassembler et les proches de l'ancien président Blaise Compaoré et tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour la résolution de cette crise. Je pense que le cas malien doit servir de leçon au président burkinabé avec la libération provisoire du capitaine Sanogo et puis l'arrivée aussi du ancien président ATT. Je pense que ces deux hommes-là vont aider le président malien à pouvoir revoir les questions sécuritaires au Mali. Et le Burkina Faso doit en faire autant. Ça devrait être une solution plutôt politique. Une solution politique parce que avec ce que l'expert électoraliste vient d'évoquer, au niveau du Sahel, je pense que la France est là et nous avons les États-Unis aussi qui ont une partie de la supervision au niveau de cette région. Le G5 Sahel est là. Donc, les djihadistes, tous ces groupes-là ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas contrôler, bien ils n'ont pas la maîtrise du déplacement des mouvements que font les troupes djihadistes. Donc, il faudrait une unité au sein même des populations, au sein de la classe politique burkinabé, pour qu'ensemble, on puisse arriver à bout de ces groupes. Si chacun reste dans son camp, je ne pense pas que le Burkina peut sortir de cette situation. Alors, les volontaires, la loi qui a été votée justement au cours de ce mois de janvier pour permettre aux volontaires de pouvoir être formés et assister, si on peut le dire ici, l'armée dans cette lutte contre le djihadisme. C'est-à-dire que le gouvernement est à bout de souffle, complètement à bout de méthode. Non, disons que je pense que cette initiative est forcément consécutive à une certaine analyse qui a été faite sur le terrain et plusieurs propositions qui ont permis d'aboutir à cette approche. Maintenant, est-ce qu'elle est la solution clé? Je ne pense pas forcément. Elle peut être toujours améliorée parce que, en réalité, qu'est-ce qui se joue ici aujourd'hui? Vous savez, toute cette zone, c'est une zone où nous avons des communautés nomades. Ce qui veut dire que vous pouvez déployer toute la logistique militaire classique. C'est des gens qui utilisent des axes que même les voitures ne peuvent pas faire. Vous pouvez envoyer un drone va passer, et puis ce sont des gens qui ne bougent pas comme une troupe militaire classique. Vous n'allez pas voir 200 hommes bouger, non, c'est des gens qui bougent par groupe de 10 au maximum. Et étant intégrés à la population, ils ne bougent pas en étant 10 hommes. Il y a toujours 2 femmes, quelques enfants qu'on utilise comme couverture. Donc, le danger dans ça, et ça a commencé au Mali, c'est qu'on a commencé par accuser l'armée malienne de s'en prendre à la communauté Peul, systématiquement. Parce que quand tu es Peul, tu te plains. Aujourd'hui, la communauté Peul se plaint également au Mali d'être target et d'être ciblée par l'armée dans tout ce qu'elle fait.
justement parce que certains de cette communauté utilisent la communauté, mais au même moment, parce que les renseignements classiques qu'on a font croire que c'est dans cette communauté qu'on a aujourd'hui la propension à continuer à faire parler l'islam. Donc aujourd'hui, il y a une communauté qui se retrouve ciblée, et à partir de ce moment, vous rentrez dans un repli, ce qui empêche la coopération civilo-militaire, parce que toute la communauté, parce que vous avez gêné certains d'entre eux, ils se disent, mais maintenant l'armée est contre nous. Et vous savez, en Afrique, le problème de nos armées, aujourd'hui, l'armée malienne, quand vous la prenez en réalité, c'est les Bambara qui sont dans l'armée malienne. Vous n'allez pas trouver une représentativité de Peul. Vous n'allez pas retrouver une représentativité de Touareg. Non, ce n'est pas une question de majorité, mais ce sont les réalités que nous avons dans nos armées un peu partout. Donc, à partir d'un moment donné, il y a des communautés qui se disent visées, justement parce que à aucun moment on a pensé les intégrer dans l'armée pour tenir compte de la composition sociale même de la société. Ce qui n'encourage pas les volontaires à pouvoir adhérer à cette loi. Justement, et au même moment, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Dans la guerre asymétrique, vous avez une armée qui a été formée pour se battre conventionnellement. Et à côté, vous avez des adversaires qui ont juré ne jamais respecter les règles conventionnelles. Donc, c'est un peu comme vous venez sur un terrain et quelqu'un décide d'appliquer les règles du football quand l'autre veut appliquer les règles du basketball. Vous imaginez comment est-ce que ça ne peut pas avoir de sens. Vous voyez aujourd'hui systématiquement des postes militaires sont attaqués. Demandez-vous, est-ce que les militaires en question, pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués? Parce qu'un militaire, quand même, il a une obligation de réserve. Quand il voit des civils arriver vers lui, il doit quand même se retenir. Mais c'est quand les civils sont peut-être à 2 ou 3 mètres qu'ils réalisent que, il y a civil dans civil. Et puis quand il y a des attaques qui ont été perpétrées sur des motos carrément. Oui, donc ça fait qu'aujourd'hui, le problème, il est assez... Au-delà de l'aspect militaire classique, il doit être repensé, mais aussi les communautés doivent être associées pour éviter une stigmatisation. Aujourd'hui, que vous prenez le Mali, que vous prenez le Burkina, les Peuls sont aujourd'hui indexés et accusés d'être vraiment ceux qui font le trouble à l'ordre social. Et au Mali, ce qui s'est passé, c'est que au-delà de l'armée qui réprime, les communautés également se sont organisées avec les Donzo qui se sont encore retrouvés au Mali et pour réprimer les Peuls. Alors qu'aujourd'hui, vous savez que quand on veut parler des Peuls, en réalité, c'est la communauté la plus mobile dans toute cette Afrique de l'Ouest. Nous les avons partout. C'est des gens qui bougent facilement. Mais du moment où ils se sentent acculés, ils vont rentrer dans le repli identitaire. Même si ce que certains d'entre eux font n'est pas bon, ils vont rentrer dans cette solidarité parce qu'ils savent que lorsque la répression viendra, elle ne distinguera pas qui a bien fait et qui n'a pas bien fait. Donc, c'est ça aujourd'hui le problème qu'on a. Et même ces volontaires, s'il faut les mettre en place aujourd'hui, il faut éviter d'aller vers des groupes de volontaires et à composition ethnique et mono-ethnique. Mais c'est difficile de pouvoir avoir l'adhésion d'une population aujourd'hui qui se sent marginalisée. Non, vous pouvez avoir l'adhésion parce que justement, aujourd'hui, ce n'est que le dialogue qui permet d'arriver à des choses. Ces communautés, nous sommes en Afrique heureusement, et nos communautés ont toujours des représentants. Nous n'avons pas de... c'est-à-dire, il y a une certaine hiérarchie qui existe dans ces communautés. Il y a des personnes ressources, voilà, avec lesquelles le dialogue peut être mené et les sensibilisations à la base auprès de la communauté pour leur expliquer les véritables enjeux et pour la communauté et pour le pays. Et je pense que sur cette base, une collaboration plus saine peut être définie. Ce sont ça les enjeux aujourd'hui de notre siècle. Les guerres classiques où chacun se regardait face à face, on dit tirer là. C'était passé. Après, Hitler a mené la guerre éclair. On a vu ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est l'époque des guerres asymétriques. Vous l'avez vu aujourd'hui, que depuis des années, nous avons les Américains et autres qui étaient en Somalie. Qu'est-ce qui a changé? Parce que l'ennemi est finalement confondu à celui qu'on vient protéger. Et quand vous venez protéger quelqu'un, au même moment où vous vous en prenez ou bien vous arrêtez quelqu'un, si vous n'arrivez pas à communiquer comme il faut, il a l'impression que après lui,
c'est lui que vous viendrez chercher. Donc aujourd'hui, l'élément communicationnel et l'élément psychologique sont deux éléments importants à prendre dans toute réponse qu'on a face à ce genre de phénomène que nous avons. Mais au-delà de ça, tous ces phénomènes prospèrent. Pourquoi? Parce que l'État a été absent et a abandonné certaines communautés qui ont retrouvé leur bonheur entre les mains de ces gens. Et aujourd'hui, ces djihadistes, ils les considèrent. Parce que le problème, il est où? L'État, moi, j'ai vécu ce genre, je ne vais pas donner de pays, mais j'ai vécu ce genre d'approche où vous avez des populations qui, lorsque l'armée vient, elles sortent, elles applaudissent. Et quand, après, les rebelles viennent chasser l'armée, elles sortent encore, elles applaudissent. Elles vous disent, mais ce que vous ne savez pas, nous, on ne peut qu'applaudir tous ceux qui sont là, parce que la répression, elle ne fait pas de cadeau. Parce que même quand vous applaudissez l'armée, quand les rebelles reviennent prendre, ils vont vous dire, ah, donc vous avez applaudi l'armée parce que vous étiez contre nous. Donc finalement, vous avez des populations qui sont prises en étau, qui ne savent même plus s'il faut applaudir ou autre, et elles sont là. Alors que quand l'armée vient et qu'elles n'applaudissent pas, l'armée dit, ah, vous étiez alliés avec ces rebelles, vous êtes mécontents de nous voir. On commence par les tracasser. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que nous puissions redéfinir le lien qu'il peut y avoir entre l'État central ou bien l'État décentralisé et les différentes communautés que nous avons à la base, parce qu'on les a oubliés, ils ont trouvé de nouveaux tontons et ils ne peuvent plus se départir de ces tontons, parce qu'au moins ces tontons, d'une façon ou d'une autre, leur apportent des réponses au quotidien pour leurs problèmes les plus importants. Oui, justement, pour pouvoir sortir de la précarité. Et vous êtes en dehors du fait que vous soyez, parce que visiblement vous êtes d'accord avec le fait que ce soit également une solution qui puisse permettre au gouvernement de pouvoir s'approcher plus des populations marginalisées. Oui. Et en plus de ça, vous avez également d'autres approches de solutions que le gouvernement pourrait explorer. Bon, d'autres approches de solutions, je crois que sur le plan militaire, la solution ne peut pas venir sur le plan militaire comme ça, parce qu'avoir la capacité de l'armée burkinabé aujourd'hui, je doute très fort que cette armée-là soit en mesure de pouvoir venir à bout de ces groupes djihadistes. C'est une approche régionale. Depuis là, elle pourrait déjà anéantir ces groupes djihadistes. Bon, une approche régionale, c'est possible. C'est possible. Le Burkina, puisque aujourd'hui c'est devenu une question, la question du terrorisme est devenue une question régionale. Et le Burkina pouvait travailler main dans la main avec les pays voisins pour que, on puisse mettre en place une stratégie de serait-ce qu'une force. Bon, il y a déjà le G5 Sahel, mais le Burkina pouvait diversifier quand même ses relations bilatérales dans le sens de la sécurité pour qu'on puisse l'aider à venir au bout de ces groupes djihadistes. Mais fondamentalement, la question du djihadisme au Burkina est plus fondée sur la marginalisation. Je crois qu'une bonne partie, lorsque vous prenez le Grand Nord du Burkina Faso, la plupart des populations sont laissées à elles-mêmes. Dans les coins, je le disais tantôt, les coins reculés connaissent l'absence totale de l'État. Et c'est les groupes organisés, les bandes de délinquants, les trafiquants qui font la loi dans ces localités. Mais cette situation ne pourra que favoriser l'arrivée des groupes des terroristes. Alors, ceux-ci viennent et se font le porte-flambeau des revendications des populations. Et c'est ce que l'expert venait de dire. Et ces populations-là trouvent en ces djihadistes-là des gens qui portent leurs problèmes. En gros, ils constituent ces populations qui vivent dans la précarité constituent des cibles faciles pour les djihadistes. Non, c'est des cibles faciles. C'est des cibles faciles. Parce que une population qui est laissée à elle-même, qui vit dans la précarité, au même moment, elle est au courant de ce qui se passe dans les autres grandes villes où l'État est présent. Les gens vivent bien. Contrairement à eux qui sont dans la misère, je pense qu'ils ne peuvent qu'adhérer aux actions de ces groupes djihadistes-là, surtout avec l'absence de l'État. Et surtout dans les localités où l'État aussi est présent à travers les agents des eaux et forêts et les petites représentations. Les populations autochtones, bien les populations qui résident là, voient la présence de ces employés de l'État comme étant des gens qui sont venus s'enrichir. Et souvent, ce sont eux qui sont là pour gérer les terres. Et vous savez, la question foncière, surtout, est une question qui divise. Donc, ces populations-là,
voient les autorités de l'État comme un chien de faïence. Donc il n'y a pas une harmonie qui existe fondamentalement entre les représentants de l'État dans ces localités et les populations endogènes. Donc lorsque vous voyez aussi la relation qui existe entre l'armée et les populations, ce n'est pas une relation qui est au beau fixe. Les populations souvent se plaignent elles sont frustrées d'être, je ne sais pas, oubliées, non pas oubliées, mais il y a des violences qui s'exercent, des violences qui s'exercent sur elles, et en toute impunité. Et donc, elles ne sont pas en mesure de s'entêter avec les forces de l'ordre. Et comment peuvent-elles collaborer alors pour pouvoir assurer la sécurité de la région? Et ces populations ne peuvent qu'adhérer à l'arrivée des groupes djihadistes. Vous voyez. Alors, l'interrogation est grosse. Oui, si je peux me le permettre, je vais donner un exemple parallèle. Oui. Vous avez entendu entre-temps qu'en RDC, les populations s'en sont pris à ceux qui étaient venus pour les protéger de l'Ebola. C'est-à-dire, vous imaginez, il y a une situation comme celle de l'épidémie Ebola, oui. Des gens sont déployés pour aller apporter assistance, mais à un moment donné, les populations s'en prennent à ces personnes. Ça veut dire qu'à un moment donné, les populations n'ont pas compris pourquoi ces personnes étaient là, ou les populations ont mal interprété la présence de ces personnes, parce qu'elles se disent, dès qu'on te suspecte d'avoir Ebola, on te prend, on t'enferme quelque part, tu es isolé. Donc, déjà, les gens ne déclaraient pas, parce qu'ils se disent, dès qu'on me prend, on m'enferme et on attend patiemment que je puisse mourir. Donc, pourquoi je vais aller là-bas? Ça veut dire que l'élément communicationnel, il est très important où qu'on se trouve et dans quelques situations qu'on se trouve. Même celui qu'on vient aider, si on n'est pas en mesure de lui faire comprendre la raison de notre présence, et aujourd'hui vous le voyez d'ailleurs avec les Français, qui en réalité sont là aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour montrer leur hégémonie militaire, mais on a vu un peu aujourd'hui l'opinion publique se retourner aujourd'hui contre la présence de l'armée française au Mali, en la considérant plutôt comme l'envahisseur. Et qu'on veuille ou pas, nous avons tous vu comment est-ce que l'intervention française a permis de freiner, en 2012, si j'ai bonne mémoire, la progression des djihadistes vers Bamako. Mais les raisons, les manœuvres opérationnelles, les décisions stratégiques qui ont été prises après avoir freiné la progression de ces groupes djihadistes n'ont pas été données aux populations à la base. Peut-être à un niveau donné, les gens ont eu l'information, ils ont compris, on a expliqué comment est-ce qu'on peut aller de l'avant, mais les populations ne l'ont pas compris. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, justement, se servant aussi, ce n'est pas parce que les Français sont des anges en Afrique. Tout le monde a des intérêts. La France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Donc, déjà aussi, voyant la position de la France aujourd'hui, se servent de cette situation pour faire comprendre aux populations. Non, ils sont là. Vous voyez tantôt sur les réseaux sociaux, diffusion d'images, que non, ils sont là en train de pomper l'or, en train de faire ceci. Mais au même moment, en Afrique, dans cette même zone, l'armée américaine était présente. Qui l'a contesté? Personne n'a crié à la présence de l'armée américaine dans cette zone. Et pourtant, en termes de logistique et de couverture de la zone, que ce soit en termes de drones, c'est-à-dire la stratégie militaire à un niveau élevé, ce sont les Américains qui sont dans la zone. Ils font le travail. Parce que ce qu'on reproche à la France est réel. Non, pas ce qu'on reproche à la France est réel. Parce que là, je vous poserai une autre question. Pourquoi est-ce que les Américains, eux, sont là? Alors, c'est bon. Non, justement, non, je le pose à l'opinion, parce que ce qu'on reproche à la France pour sa présence, on se demande alors pourquoi est-ce que les Américains sont là. Alors, et après, vous allez plus loin. Qui évoque l'ingérence. C'est normal, vous savez. Dans la gouvernance, à travers ces... En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. L'armée française est dans une mission donnée, mais elle est confondue avec la politique étrangère française que beaucoup n'apprécient plus dans la zone. Mais à partir de ce moment, on rentre dans une confusion des tâches où on oublie certains aspects et on prend juste un aspect qui nous arrange et on met l'accent là-dessus. L'inconvénient, il est où? C'est qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, la France est mal à l'aise au Mali,
Et ça veut dire au même moment que ces groupes djihadistes vont avoir plus d'envergure, parce que la France va commencer par avoir des réserves d'intervention en disant « nous laissons vos armées aller devant ». Mais au même moment, nous-mêmes, nous critiquons nos armées pour leur incompétence, leur manque de formation, mais surtout, ce que nous reprochons le plus souvent à nos armées, c'est qu'elles ne sont pas orientées protection des droits humains. Quand ils vont à la guerre, on a l'impression parfois que c'est une razzia. Donc, ça veut dire que les enjeux, il faut à un moment donné les sous-peser et voir quelle est la meilleure approche inclusive. Vous avez tout à l'heure suggéré qu'on puisse parler d'une approche régionale ou par moment d'approche bilatérale. Tout ça, il faut le faire. Mais demandons-nous réellement, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des armées qui peuvent faire ce travail face à ces mouvements terroristes? Je ne pense pas qu'on soit outillé. Mais est-ce qu'on peut avoir de l'expertise ailleurs? C'est possible. Est-ce qu'on peut amener les populations à s'impliquer dans ce combat pour ne pas en faire un combat uniquement de nos armées ou de nos présidents? Je pense que c'est aussi possible. Donc tout cela revient à la gouvernance à la base. Alors on n'aura pas beaucoup de temps pour évoquer encore plus largement le sujet. On parle de la Gambie, on parle d'Adama Barrow, on parle de l'ex-opposant à Yaya Jammeh qui est aujourd'hui contesté en Gambie par un mouvement anti-président qui aujourd'hui demande à ce que, après les 3 années passées, Adama Barrow puisse quitter le pouvoir. Comment en est-il arrivé là aujourd'hui à être contesté de plus en plus au sein de la population gambienne? Bon, nous disons que Adama Barrow a pris goût du pouvoir. Et je crois que la coalition qu'il a portée au pouvoir, l'alliance qui a été signée, l'accord qui a été signé, c'était qu'il devait passer 3 ans et après se retirer. Mais aujourd'hui, je pense que c'est en avril d'ailleurs qu'il a dit que seul Dieu peut le retirer du pouvoir. Et donc si ça se passe comme ça, il faut voir les velléités d'une pérennisation du président Barrow au pouvoir en Gambie. Je pense que les hommes politiques doivent être un peu sincères et tenir parole. C'est pas parce qu'on a dit bon, c'est la politique qu'il faut se livrer à tous les jeux. Le président Barrow doit être clair s'il a les intentions de continuer jusqu'en 2021. Il doit être clair avec la coalition qu'il a portée au pouvoir. Et aujourd'hui, ce que les gens critiquent, c'est peut-être la détérioration de la situation socio-économique. C'est ce que les gens critiquent plus. Son bilan, et les gens voient ce bilan-là largement négatif, les 3 ans qu'il est en train de passer. Ce bilan est très négatif. Il y a un coup également qui a été porté à la liberté d'expression de radio qui a été fermé. Effectivement. C'est pourquoi aujourd'hui c'est très difficile lorsque vous faites une analyse politique dans des pays, surtout des pays africains, où nous avons une opposition qui crie qu'elle veut arriver au pouvoir. Et la population porte espoir sur lui, sur elle. Et demain, lorsque cette opposition arrive au pouvoir, la population reste sur sa soif. L'opposition fait pire que le parti qui venait de passer. Donc, je pense que Adama Barrow, aujourd'hui, est bien parti pour faire les 5 ans et peut-être se positionner encore pour les 5 ans à venir. Je ne suis pas sûr que... Il est parti pour être un président, pour être contesté à vie. Il est pour être contesté à vie. Je pense que tant qu'il va il va se maintenir au pouvoir, la contestation ne va pas baisser. Peut-être qu'il va utiliser des moyens encore plus violents avec les arrestations des journalistes et puis des militants des droits de l'homme. Je pense que Adama Barrow est en train actuellement de mettre les pieds dans les plats. Alors, la grosse interrogation aujourd'hui est de savoir comment il en est arrivé là à être contesté, quand on sait que cette contestation a commencé avec Yaya Jammeh qui refusait de lui céder le pouvoir et finalement, arrivé au pouvoir, il est aujourd'hui plus que jamais contesté. Non, vous savez, moi, des fois, nous remercions ces exemples que nous avons parce que, imaginez par exemple quelqu'un qui est rentré au pouvoir avec comme logique à la base un accord d'une alliance et de dire j'irai au pouvoir après tel nombre d'années, je vais me retirer. Cela montre que les gens prennent les engagements sans en mesurer la portée. Oui. Et parfois, les gens prennent les engagements sur le moment juste pour dire oui, je suis d'accord pour obtenir ce qu'ils veulent. Et après avoir obtenu ce qu'ils veulent, ils peuvent maintenant chercher à
défendre les choses d'une autre façon. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec Barrow, d'une certaine façon, on l'a vu aussi au Sénégal, où quelqu'un est arrivé également sur la base d'une alliance, mais dès qu'il est arrivé, il a tout torpillé pour asseoir son pouvoir. C'est malheureusement ce que donne le pouvoir quand on l'a. On finit par en devenir amoureux. On peut dire à un moment donné que pour une bonne démocratie, il faut 2 mandats ou 3 ou plus, mais après dire, bon, on peut en avoir beaucoup plus parce qu'on l'accepte en toute humilité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Gambie... Peut-être une volonté de la population. Non, ce n'est pas une affaire d'une volonté de la population, mais on dit dans nos cultures qu'un homme n'a qu'une seule parole. Et quand vous donnez la parole, il faut la respecter. Sinon, le danger, c'est ce qu'on a aujourd'hui au Bénin à côté. Les hommes politiques ont tellement mal géré leurs paroles qu'aujourd'hui... Non seulement que ça les rattrape, mais aujourd'hui, le jeu politique est allé rester entre la main de ceux qui n'étaient pas des politiques à la base. Oui. Vous voyez ? Et ça veut dire qu'on a une classe politique qui, à un moment donné, a perdu le monopole de la chose politique et qui, aujourd'hui, avec les nouvelles lois d'ailleurs... Par manque de crédibilité. Par manque de crédibilité, bien sûr. Parce que les populations les ont toujours vus comme ça. Et quand vous prenez l'analyse à partir du Bénin, c'est-à-dire quand Kérékou partait déjà, c'est un homme politique qui est venu. C'est Yahi Boni qui est venu, il n'était pas homme politique. Ça veut dire que déjà à cette époque, les hommes politiques classiques n'avaient plus la confiance de leur peuple. Et ce qui se passe aujourd'hui en Gambie, c'est la même chose, parce que le débat aurait été simple. Et moi, je salue d'ailleurs les cas d'alternance en Afrique, parce que ça permet à chacun d'être à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Quand on est dans l'opposition, on peut crier, parfois pour dire non, le pouvoir réprime et autres. Mais quand vous venez aussi, vous prenez vos responsabilités, vous pouvez être amené parfois à prendre des décisions qui, lorsque vous étiez de l'autre côté, vous trouvez insensé. Mais le plus important dans la construction d'un pays, c'est que les décisions ne peuvent pas être prises juste pour protéger les intérêts d'un individu, mais il faut agir dans l'intérêt général. Aujourd'hui, la situation qui se passe là-bas, légalement, le président n'est pas obligé de démissionner parce qu'il a un mandat de 5 ans. Donc, il l'assume et il continue, mais il n'est pas aussi obligé d'empêcher ceux qui lui rappellent les paroles qu'il a tenues. C'est vrai que au début, comme l'a dit le communiqué, ils disent avoir toléré quand même. Non, ça, ce n'est pas une question de tolérance. Mais après, les violences et non, les dérapages... Les dérapages viennent le plus souvent d'où ? Les dérapages viennent le plus souvent d'où ? Les gens commencent toujours des manifestations pacifiques. Oui. Mais c'est quand vous venez, vous montrez aux citoyens que vous pouvez le réprimer. C'est à partir de là que ça commence. Carrément qu'on ne les écoute pas. Oui, non. Les écouter, vous êtes libre de les écouter ou pas, mais si à la fin, ils savent qu'ils ont le droit de pouvoir décider de votre sort en toute quiétude dans les urnes, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand vous commencez par réprimer, par sanctionner, ou bien par aller au-delà des prérogatives, c'est-à-dire vous abusez des prérogatives qui sont à votre disposition, c'est là où le problème commence par avoir lieu. Aujourd'hui, il est clair que s'il y a eu une alliance qui a permis de porter M. Barrow au pouvoir, nous devons nous attendre, au cas où il veut faire un second mandat, à une crise électorale dans la mesure où il cherchera à mettre en place tous les moyens pour garantir son mandat. Et l'alliance antérieure qu'il a mis au pouvoir aussi va tout mettre en place pour le priver de ce second mandat. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage, il est où ? Ses alliés, pour faire partir Yahya Jammeh, sont déçus de lui. Et au même moment, les partisans de Yahya Jammeh aussi, ils vont se rallier à ses alliés pour pouvoir quand même se prendre sa tête et lui dire, bon, tu ne feras pas plus d'un mandat, mais on t'a eu. Donc aujourd'hui, il faut comprendre juste une chose. On a donné une parole en politique, il faut quand même être en mesure de la respecter. Il faut qu'on cesse avec ce cynisme qui fait croire à tout le monde que l'homme politique n'est pas obligé de respecter sa parole. Alors, cette situation pourrait également nous amener à poser cette interrogation. Est-ce que l'alternance est peut-être mauvaise en soi ? Non, l'alternance n'est pas une mauvaise chose. Plutôt, c'est le contraire. L'alternance au sommet de l'État, c'est la principale caractéristique de la démocratie dans un pays. Là où on en est aujourd'hui en Gambie.
là où on en est en Gambie, je suis en train de voir Adama Barrow en train de renforcer ses pouvoirs, en train de renforcer ses assises, parce que nous risquons, à l'allure où vont les choses, nous risquons de voir des scénarios à la béninoise. Vous voyez comment Talon a verrouillé aujourd'hui tout le système politique. Il sera difficile maintenant à l'opposition de revenir encore au pouvoir. Et c'est si Adama Barrow a l'intention réellement d'aller jusqu'en 2021 et de se présenter au-delà de 2021 comme président de la République gambienne, je pense que dans les jours à venir, nous allons assister également à des actions allant dans le sens du verrouillage du système, verrouillage du pouvoir, des institutions, pour que la coalition qu'il a portée au pouvoir ne puisse pas avoir un accès facile au pouvoir très prochainement au cours des prochaines élections. On pourrait également faire en sorte que les tensions puissent... Cela va exacerber encore les tensions, ça va plonger encore la Gambie dans des violences interminables. Je pense que les hommes politiques doivent se raviser, que les paroles que nous prenons soient respectées. Et c'est ça qui doit faire de nous des hommes respectés. Alors, pour vous, ces manifestations ne sont pas illégales? Non, vous savez, pourquoi parler de l'illégalité quand la manifestation a un objet? Il y a une raison pour cette manifestation. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, le débat public, il est permis à tout le monde. Et c'est d'ailleurs ça l'un des fondements de la démocratie, pour ne pas dire de l'état de droit. Des fois, je préfère parler de l'état de droit que de dire démocratie, parce que c'est devenu un terme trop à la mode. C'est-à-dire, il y a des éléments caractéristiques. Vous avez vu aux États-Unis, le système électoral américain a permis à Trump d'avoir les grands électeurs et à Hillary d'avoir le plus grand nombre de voix. Mais en fin de compte, c'est Trump qui est élu. Et depuis, il y a des gens qui manifestent aux États-Unis depuis le jour de l'élection de Trump contre sa présidence. Mais c'est des gens qui manifestent de leur côté pacifiquement. Ils font ce qu'ils ont à faire. Trump aussi continue par exercer son pouvoir comme il faut. Et c'est de ce genre de choses que nous rêvons dans nos pays. C'est-à-dire, si des gens ne sont pas de même avis que nous, ne les empêchons pas, ne les étouffons pas. Ce n'est pas la meilleure approche. Ce n'est pas du tout la meilleure approche. Donnons aux gens l'espace pour lequel ils militent, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et ne leur donnons pas des éléments qui peuvent amener à faire monter la tension. Vous savez, moi-même là où je suis aujourd'hui, si je veux manifester, je n'ai aucune mauvaise pensée derrière ma tête. Et que je vois des hommes en tenue qui sont là et qui me montrent des signes extérieurs, non pas d'être là pour m'assister dans l'exercice de mon droit, mais pour me menacer de ne pas exercer mon droit, vous comprendrez qu'au-delà de tout, la tension va monter et peut-être des mots violents vont sortir. Et au moment, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs dans un groupe. Il y a quelqu'un qui saura se retenir, il y a quelqu'un qui va prononcer des mots, mais il y a quelqu'un qui à un moment donné va même vouloir en découdre. Oui, et là, la responsabilité revient également aux leaders politiques de pouvoir faire en sorte que ces manifestations ne finissent pas sur des notes de violence et de dérapage. Non, Adama Barrow, lui, voit ces mouvements-là, et déjà qu'il a qualifié de mouvement illégal, de mouvement violent, qui veut renverser de façon illégale le pouvoir. Et donc, ces violences-là viennent d'où? Je pense qu'au départ, ces manifestations sont déclarées comme étant des manifestations pacifiques. C'est à partir du moment où peut-être la force chargée de gérer ces manifestations, d'encadrer ces manifestations, cette force-là, peut-être, elle faute dans son action, que les débordements viennent. Donc, je pense que Adama Barrow doit user de tact pour que le temps qu'il a passé au pouvoir jusqu'en 2021, s'il le veut, soit un temps où les Gambiens puissent connaître la paix. Parce qu'avec ce que le peuple a vécu avec Yahya Jammeh, ce n'est pas évident qu'aujourd'hui, ce peuple encore continue, en dehors de la misère qu'il traverse, être encore violenté dans les rues, parce qu'on veut exprimer son opinion. Donc, le président Barrow doit faire tout pour que la sérénité puisse revenir d'abord dans son camp, dans sa coalition et au sein de la population. L'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin de ces violences-là et
en ce qui concerne la gestion du pouvoir, en ce qui concerne l'alternance au sommet de l'État. Tous les dirigeants doivent comprendre qu'on n'est pas éternel, qu'ils ne sont pas éternels, et qu'à un moment donné de l'histoire, ils doivent céder le plancher. Et céder le plancher pour sortir par la grande porte que par la petite porte. Je pense qu'aujourd'hui, Adama Barrow doit prendre toutes les mesures pour rassurer tout le monde, rassurer le peuple et rassurer son camp. Adama Barrow, un échec de l'alternance? Non, je ne le pense pas et je ne le dirai pas. Oui. C'est une réalité de l'alternance. Vous savez, nous avons vu Abdoulaye Wade au Sénégal, tout ça, mais aujourd'hui, on voit aussi l'actuel président, Macky Sall, et on apprécie également. C'est ça d'ailleurs la richesse de l'alternance. C'est-à-dire, face à la gestion de la chose publique, vous avez l'opportunité d'essayer beaucoup de personnes et vous verrez ceux qui ont été à la hauteur ou pas. Malheureusement, en Afrique, on a mis seulement dans notre tête, parce qu'on est resté longtemps sous les régimes du parti unique, que ceux qui étaient de l'opposition étaient forcément les démocrates. Malheureusement, non. Voilà. On revient dans la deuxième partie du Monde en 7 pour évoquer plus largement d'autres sujets sur le Togo précisément. C'est juste après le journal et on revient.